Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est 15h local du Caire, c'est le temps donc de notre journal complet en langue française que j'ai le plaisir de vous présenter durant les prochaines minutes. Tout de suite, les principaux titres. Le président Abdel Fattah el-Sisi salue les propos du Premier ministre britannique concernant la décision du Royaume-Uni de reconnaître l'État de Palestine. Le terminal de Rafah poursuit son accueil des cargaisons d'aide humanitaire qui accéderont à la bande de Gaza. Enfin, série d'activités de rencontres effectuées par Badr Abdelghati lors de sa visite à Washington. À la une donc de l'actualité, c'est le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi qui a salué le propos du Premier ministre britannique Keir Starmer concernant la décision du Royaume-Uni de reconnaître l'État de Palestine. Le président el-Sisi a affirmé que l'annonce de cette décision par le Royaume-Uni constituait une étape importante vers le rétablissement des droits légitimes du peuple palestinien. Il a de même exprimé l'espoir que le Royaume-Uni prendrait cette décision historique dans les meilleurs délais, sans aucune condition. Le président el-Sisi a réitéré la ferme position de l'Égypte selon laquelle un règlement juste et global de la question palestinienne est le seul moyen de parvenir à une paix durable au Moyen-Orient. A rappelé que le Premier ministre britannique Keir Starmer avait annoncé hier que son pays reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre prochain, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, une décision vigoureusement condamnée par l'occupation israélienne. Starmer demande aussi à Israël de permettre aux Nations Unies de reprendre la fourniture d'aide et de s'engager à ce qu'il n'y ait pas d'annexion en Cisjordanie. Les explications tout de suite. La pression s'est intensifiée ces derniers jours sur le Premier ministre britannique Keir Starmer après que le président français Emmanuel Macron a annoncé que son pays allait reconnaître un État palestinien à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU, devenant ainsi le premier État du G7 à le faire. Selon Starmer, le Royaume-Uni reconnaîtrait l'État de Palestine en septembre, sauf si Israël prenait une série d'engagements, dont celui d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza, une décision vigoureusement condamnée par Israël. Il a demandé aussi à Israël de permettre aux Nations Unies de reprendre la fourniture d'aide et de s'engager à ce qu'il n'y ait pas d'annexion en Cisjordanie. Maintenant que cette solution est menacée, c'est le moment d'agir, a poursuivi Keir Starmer à l'issue d'une réunion de son gouvernement qu'il avait rappelé d'urgence mardi. Il exige du Hamas la libération des otages restants, 27 des 49 ont été déclarés morts par l'armée israélienne, ainsi que la démilitarisation totale de ce mouvement, afin qu'il ne joue plus aucun rôle clé dans la bande de Gaza. Starmer s'est entretenu avec M. Netanyahou avant l'annonce, lui disant que la situation à Gaza était intolérable, selon une porte-parole de Downing Street. Il a exhorté le Premier ministre à prendre des mesures immédiates pour lever toutes les restrictions à l'accès à l'aide, a-t-elle ajouté, dans un compte rendu de l'appel. Starmer s'est également entretenu avec le président palestinien Mahmoud Abbas, qui a salué l'annonce de la reconnaissance. À New York, les travaux de la conférence internationale de l'ONU sur la cause palestinienne et la solution deux États se sont achevés hier. La déclaration de New York a souligné la nécessité de prendre des mesures tangibles conformément à des calendriers fixés afin de mettre en application la solution deux États. La déclaration de New York appelle également à la fin de la guerre à Gaza pour parvenir à une solution ou une résolution juste et pacifique et durable du conflit israélo-palestinien sur la base de la mise en œuvre de la solution deux États. La déclaration refuse également tout changement démographique et tout déplacement forcé des civils palestiniens. Le texte soutient aussi les efforts de médiation que déploient l'Égypte et le Qatar et les États-Unis en faveur d'un cessez-le-feu. Sur le terrain, pour la 4e journée consécutive, le terminal de Rafah accueille les cargaisons d'aide humanitaire qui accéderont à la bande de Gaza par le point de passage de Khan Abou Salem.
Selon le Croissant Rouge égyptien, le troisième camp va transporter quelques 1300 tonnes d'aide alimentaire, dont 440 tonnes de divers produits alimentaires, 450 tonnes de farine, 150 tonnes de fournitures médicales et près de 200 tonnes de produits d'hygiène personnelle, de lait infantile, en plus des ambulances et des camions citernes de carburant. Au début de sa visite aux États-Unis, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelati, s'est entretenu avec le sénateur républicain David McCormick, président de la sous-commission du Moyen-Orient, du Sud de l'Asie et de la lutte contre le terrorisme à la Commission de la Défense au Sénat américain. Au cours de l'entretien, Abdelati a loué le partenariat stratégique qui relie depuis 4 décennies le Caire à Washington et qui constitue une base fondamentale soutenant la sécurité, la stabilité et le développement au Moyen-Orient. Abdelati a de même dit aspirer à promouvoir les perspectives de la coopération avec les États-Unis dans les divers domaines. Également, le ministre égyptien des Affaires étrangères, Badr Abdelati, a rencontré le sénateur américain républicain Lindsey Graham. Lors de cette rencontre, Abdelati a salué le partenariat stratégique égypto-américain qui sert les intérêts communs et contribue à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région. Concernant l'évolution de la situation en Gaza, le chef de la diplomatie a souligné la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu permanent et d'assurer un acheminement régulier de l'aide. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a abordé les préoccupations de l'Égypte concernant sa sécurité hydrique, soulignant son rejet des mesures unilatérales contraires au droit international, affirmant qu'elle prendrait toutes les mesures garanties par le droit international pour protéger la sécurité hydrique de son pays. De même, le chef de la diplomatie, Dr Badr Abdelati, a rencontré le sénateur du Parti américain démocrate Brian Shattez. Lors de la rencontre, Abdelati a affirmé l'intérêt de l'Égypte de renforcer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre l'Égypte et les États-Unis. Il a de même passé en revue les efforts inlassables déployés par l'Égypte afin de soutenir la sécurité et la stabilité dans la région. D'autre part, Abdelati s'est entretenu avec le sénateur Roger Wicker, président de la Commission des forces armées du Sénat aux États-Unis. Lors de cet entretien, le chef de la diplomatie égyptienne a passé en revue les efforts déployés par l'Égypte pour soutenir la sécurité et la stabilité au niveau du Moyen-Orient en Afrique, soulignant que le partenariat égypto-américain constitue un pilier fondamental de ces efforts. Il a également passé en revue les menaces et les défis auxquels l'Égypte est confrontée de diverses manières, saluant la coopération militaire existante entre les deux pays. Passons donc au Yémen, où l'armée de l'occupation israélienne a dit avoir intercepté hier un tir de missiles revendiqués par les Houthis qui ont dit avoir visé l'aéroport Ben Gurion proche de Tel Aviv. Les Houthis ont dit dans un communiqué avoir mené une opération militaire et ont visé l'aéroport Ben Gurion dans la région de Jaffa occupée à l'aide d'un missile balistique hypersonique du type Palestine 2. Passons donc en Europe où l'armée ukrainienne a annoncé comment 3 soldats ont été tués et 18 autres blessés hier par une frappe russe contre un camp d'entraînement militaire au lendemain d'offensives nocturnes russes qui ont fait 25 morts. Ces attaques interviennent alors que le président américain Donald Trump a donné 10 jours à compter de mardi à son homologue russe Vladimir Poutine pour battre un terme au conflit sous peine de sanctions des États-Unis. Au cours de la nuit précédente, au moins 25 civils, dont une femme enceinte et une quinzaine de personnes détenues dans une colonie pénitentiaire de la région de Zaporijia, ont perdu la vie dans des bombardements russes selon les autorités. Celles-ci ont fait de même état de plus de 70 blessés.
Thaïlande a accusé le Cambodge de violation flagrante du cessez-le-feu en vigueur après plusieurs jours d'affrontements meurtriers, affirmant que des soldats cambodgiens avaient lancé une attaque nocturne. Bangkok et Phnom Penh sont convenus d'un cessez-le-feu débuté dans la nuit après 5 journées d'échanges de tirs sur leur frontière commune longue de 800 km sur fond de différentes territoriales. Néanmoins, le ministre thaïlandais des Affaires étrangères a annoncé que plusieurs soldats du pays, dont la province de Sisaket avaient été attaqués ce matin par les forces cambodgiennes équipées d'armes de petit calibre et de grenades. Passons donc à notre volet économique. La croissance de la France a atteint 0,3% au deuxième trimestre, tirée par les stocks et un léger rebond de la consommation des ménages. Cette hausse modérée du produit intérieur brut, PIB, entre avril et juin, dans un contexte national et international très incertain, est supérieure à la prévision de l'Institut national de la statistique qui a anticipé une croissance de 0,2% après 0,1% au premier trimestre. Pilier traditionnel de la croissance, la consommation de ménages a légèrement rebondi de 0,1% après un recul de 0,3% au premier trimestre, porté par une consommation accrue de produits alimentaires. En Russie, les autorités ont déclaré l'état d'urgence aujourd'hui dans le nord des îles Kurils, où un tsunami a inondé une ville portuaire. Après un puissant séisme de magnitude 8, lui survenu au large de la côte pacifique du pays, provoquant des tsunamis en Russie et au Japon et déclenchant ainsi des alertes dans presque tous les pays riverains du Pacifique. Selon un témoin, la 4e vague de tsunami était très grosse. La côte entière est inondée alors que le port et les usines de la côte sont complètement détruits. Selon le maire de la ville, un des tsunamis a entraîné vers le large des navires au mouillage après avoir arraché leurs ancres. Cette magnitude de 8,8 est la plus forte enregistrée au Kamchatka depuis le 5 novembre 1952, quand un séisme de magnitude 9 survenu pratiquement au même endroit avait déclenché des tsunamis dévastateurs dans tout l'océan Pacifique. En Europe, plus de la moitié des sols sur le pourtour méditerranéen étaient affectés par la sécheresse au début du mois de juillet, selon l'analyse des dernières données de l'Observatoire européen de la sécheresse. C'est le taux le plus élevé enregistré pour la période du 1er au 10 juillet depuis le début des observations en 2012, supérieur de 21 points de pourcentage à la moyenne 2012-2024. Les détails tout de suite. L'indicateur de sécheresse de l'Observatoire du programme européen Copernicus, basé sur des observations satellitaires, combine 3 paramètres: précipitations, humidité des sols et état de la végétation. Il se compose en 3 niveaux de sécheresse: surveillance, avertissement et alerte. L'Europe de l'Est est la plus touchée. Au Kosovo, en Serbie et en Bulgarie, près de 100% des sols sont affectés par la sécheresse et plus d'un tiers sont en alerte. Les coupures d'eau touchaient ainsi plus de 156 000 personnes en Bulgarie mi-juillet, cette ressource se faisant de plus en plus rare chaque année. En Hongrie, près de la moitié du territoire est en alerte début juillet, une nette aggravation par rapport à fin juin. Tout niveau confondu, la sécheresse est également prononcée à l'est de la Méditerranée, notamment en Arménie. En Turquie, la situation couplée à des vents violents a donné lieu à des centaines d'incendies. La moitié de la Syrie est aussi affectée par une sécheresse qui menace la récolte de blé et place plus de 16 millions d'habitants en danger d'insécurité alimentaire cette année selon l'ONU. En Europe de l'Ouest, la situation est plus contrastée. Au Royaume-Uni, 18% des sols sont en situation d'alerte, aux hausses de plus de 6 points par rapport à fin juin.
La France aussi est concernée avec 12% de son territoire en alerte, essentiellement dans l'ouest. Au total, les 2 tiers des sols français sont touchés par la sécheresse. À l'inverse, l'Espagne et le Portugal restent relativement préservés avec des taux de sécheresse très faibles. Donc avec les tsunamis en Russie, la sécheresse au niveau du pourtour de la Méditerranée, nous arrivons à la fin de cette édition de notre journal complet en langue française. Merci beaucoup pour votre attention toujours. Bon suivi de notre programme sur votre deuxième chaîne nationale. Au revoir.